Si nos reportages vous plaisent et que vous souhaitiez qu'on poursuive notre travail de terrain, que nous sommes les seuls à le faire chez Omerta avec Régis Le Sommier et toute l'équipe, alors abonnez-vous à l'application dès maintenant, téléchargeable via Google Play, Apple Store ou via notre site internet www.omertamedia.fr. Nous avons besoin de votre soutien. À très vite. Bonjour Georges. Ravi de te voir. Merci de venir sur notre matinale. Bah, écoutez, C'est un ravi, honneur. merci de me voir. Donc je rappelle que tu présides aux destinées d'Omerta, et que tu reviens, tu es rentré très récemment, il me semble, moins il y a une 5 semaine, jours. 5 Mmh. jours, moins d'une semaine, c'est ça, de la région de Koursk. C'est la 4e ou la 5e fois que tu vas sur le front. Tu y es allé des 2 côtés. Donc tu fais partie de ces rares journalistes qui ont mis les bottes sur le terrain, dans le terrain, pris des risques. Il me semble avoir vu dans un des reportages que ça avait tiré pas très loin de l'endroit où vous étiez. Heu, alors quelles sont d'abord tes impressions, comme ça, à chaud, de retour, d'un des points chauds de la ligne de front, entre l'Ukraine et la Russie? Alors, pour être, un petit peu synthétique par rapport moi, juste pour que, placer le cadre, j'ai passé, 11 jours, sur le terrain. Pendant 11 jours, j'ai partagé le quotidien, matin, midi et soir et pendant la nuit aussi parce qu'il y avait des opérations de nuit, d'une unité de dronistes russes, sur le front de Souja. Alors le front de Souja, pour ceux qui connaissent, et ceux enfin, plutôt pour ceux qui connaissent pas, c'est le saillant de Souja, c'est-à-dire c'est l'endroit où les Ukrainiens ont, se cramponnent bec et ongles à un bout de territoire de Russie. C'est dans le sud de, ouest de l'oblast, de Koursk, à peu près à une centaine de kilomètres de la ville. Opération, que les Ukrainiens ont lancée le 6 août dernier et contre-attaque russe qui a lieu en ce moment. Donc voilà, donc j'ai passé, 11 jours au cœur de cette contre-attaque russe avec une équipe de dronistes. Beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe là-bas. Mais si vous voulez, pour faire un état du front, le secteur de Koursk, est un des secteurs dans lequel les Ukrainiens résistent le mieux aujourd'hui, puisque sur la plupart des autres points du secteur du front, que ce soit à l'est de Kharkov, dans la ville de Kupiansk, où des combats ont lieu dans la périphérie de cette ville qui avait été d'abord prise par les Russes, reprise par les Ukrainiens et depuis 2 ans était aux mains des Ukrainiens. Donc ça, c'est pour le front nord. Pour le front centre, la ville de Kourakovo est actuellement pratiquement encerclée par les Russes progressent sur Toretsk, ils progressent également sur Pokrovsk, et également sur Chaziviar, qui est le gros bastion ukrainien très fortifié à l'ouest de Bakhmout. Donc, si vous voulez, dans la plupart des configurations du front, les Russes prennent plusieurs dizaines de kilomètres carrés par jour aujourd'hui. Donc, il y a une sorte d'accélération du tempo opérationnel côté russe, sauf, on dira, sur Koursk, où là, il y a effectivement des offensives, mais les Ukrainiens ont remobilisé des bonnes troupes, des troupes d'élite qu'ils ont rappelées en renfort, après avoir mis des troupes de moindre valeur militaire qui au départ ont un peu cédé par rapport aux Russes. Si vous voulez, au plus fort de l'offensive, les Ukrainiens avaient réussi à conquérir environ 1200 kilomètres carrés de territoire russe. Aujourd'hui, il leur en reste environ 500 kilomètres carrés. Pourquoi s'accrochent-ils à ces territoires? Moi, j'ai eu l'occasion de le constater en allant sur le front et en visitant des villages reconquis par les Russes. C'est qu'il n'y a absolument aucun intérêt économique. Ce sont des villages ultra pauvres avec des maisons déjà en mauvaise posture dans des marécages
avec des forêts de bouleaux autour, très peu de terres riches comme il peut y en avoir en Ukraine et en Russie. Donc, si vous voulez, ce saillant de Koursk n'a aucun intérêt économique. Il n'y a pas de richesse non plus dans le sous-sol symbolique. Ça, c'est important de le constater. Ça veut dire que, en fait, ils ont tenté, et là vraiment, plusieurs officiers m'ont confirmé cela. Ils ont vraiment tenté de s'emparer de la centrale nucléaire de Kourtchatov, centrale autour de laquelle nous avons parfois bivouaqué pendant ce séjour, qui est une centrale de type RBMK Tchernobyl, sur lesquelles les Ukrainiens ont vraiment, voilà, c'est passé très près. On estime à peu près, moi je ne pensais pas que c'était aussi près, mais même pour la ville de Koursk, qui se trouve à peu près à 40 kilomètres à l'est de Kourtchatov, les avant-gardes ukrainiennes, le 6 août et dans les jours qui ont suivi, sont allées jusqu'à quasiment 25 kilomètres de la ville de Koursk. Donc ça a été vraiment une offensive spectaculaire, très efficace, et qui aujourd'hui se solde par ces combats où l'Ukraine essaye de s'accrocher à un bout de territoire russe. Je pense que symboliquement, c'est une carte importante pour Zelensky, puisque Poutine a dit qu'il ne négocierait pas tant que les Ukrainiens seraient sur le sol russe. Donc, il n'y aura pas de négociation. Et ça permet, quelque part, pour le président ukrainien, de continuer la guerre et de dire qu'il est capable de porter le fer chez l'adversaire. C'est un peu ce que laissent sous-entendre les dernières déclarations du général Syrski, commandant en chef des armées ukrainiennes, qui parle de nouvelles surprises à attendre, d'une nouvelle contre-offensive ukrainienne. On ne sait pas très bien avec quels soldats, parce que le gros problème des Ukrainiens aujourd'hui, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie d'hommes. C'est pour ça que quand on leur dit, bah oui, faut envoyer des troupes françaises, oui, les troupes françaises, en fait, il faut savoir que les Ukrainiens ont essentiellement besoin d'hommes pour tenir les tranchées, ont essentiellement besoin de fantassins. Il manque de ce type de soldats, et ils n'ont pas tellement besoin de plus d'armes qu'ils en ont, mais ils ont besoin d'hommes pour opérer ces armes. Et ça commence à cruellement manquer. Les vidéos absolument déchirantes où on voit des recruteurs aller chez les gens, comment ceinturer des jeunes hommes, les embarquer ou aller les chercher à la sortie des concerts sont légion aujourd'hui. Pendant très longtemps, on n'a pas voulu les voir. Là, aujourd'hui, je regardais un sujet de France 24 l'autre jour qui en parlait. Donc, c'est devenu voilà, une réalité qu'on ne peut plus contourner. L'Ukraine manque d'hommes, et ce n'est certainement pas en leur envoyant des experts, des techniciens et autres qu'on va réussir à changer les choses, ni même sur nos missiles extrêmement précis, certes, qui pourront causer des torts en profondeur sur le dispositif militaire russe, mais qui certainement pas ne représente certainement pas un game changer dans cette guerre, qui, selon toute vraisemblance, est en train de vraiment de tourner à l'avantage de la Russie. Oui, et dans les avancées dont tu parlais, il y a aussi Velika Novosilka qui est, Oui, prise d'assaut, qui alors bon, pour ceux qui ne suivent pas en détail, ça peut sembler être un autre bled, perdu d'Ukraine, mais c'est quand même une grosse, mmh, forteresse, enfin stratégique dans le système de défense, ukrainien. C'est l'oblast de Dniepopetrovsk qui s'ouvre derrière pour l'armée, russe. Alors, considérant alors Koursk déjà, est-ce que tu as vu des Nord-Coréens à Koursk? alors, j'ai vu un soldat nord-coréen, mais ce n'était pas, c'est un Nord-Coréen qui appartient à l'armée russe, qui est né en Russie, de parents qui ont immigré de Corée du Nord. Voilà, donc je veux bien être clair là-dessus. Et c'était un soldat qui était intégré dans le dispositif dans lequel on était, dont le rôle était d'être un scout, c'est-à-dire un éclaireur, quelqu'un qui va repérer repérer les passages pour les véhicules en forêt, déterminer quelles sont les unités ukrainiennes qui sont en face, etc., etc. Donc, qui a un rôle quand même important, mais qui n'est pas un Nord-Coréen
venu depuis les accords de septembre 2022 et ensuite la deuxième la visite de Vladimir Poutine à Pyongyang. Donc en fait, ça ne fait pas partie de cet édifice. En revanche, l'équipe d'Omerta, parce que nous avons fait deux reportages sur le front de course, donc celui sur les dronistes qu'on vient de réaliser, puis il y en a un qui est disponible sur la plateforme d'Omerta actuellement, que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube en gratuit, où on montre qu'il y a côté russe une division, un régiment qui s'appelle Piatnachka, qui contient des soldats étrangers, notamment des Colombiens, des Sri Lankais à qui on a pu poser des questions, un Chinois également de Chine qui vient pour aider les dronistes de cette unité avec le matériel, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui vient de Chine. Souvent, les notices sont en chinois sur les drones qui arrivent en Russie. Donc, si vous voulez, il y a en effet des volontaires étrangers, comme il y en a du côté ukrainien d'ailleurs. C'est un secret pour personne. Simplement, des bataillons de Oui, fantassins il y a des nord Afghans, il y a des Africains, voilà, il y a du monde du côté mais russe aussi, hein. Ouais. mais des bataillons de fantassins nord-coréens combattant à côté, ou même de forces spéciales nord-coréennes, puisque c'est ce qui a été. Moi, je n'ai rien vu en 11 jours. Je ne peux pas vous dire que j'ai vu tout ce que. Vous savez, on ne peut pas tout voir non plus et on ne vous montre pas tout. Mais personnellement, mon avis, c'est que oui, il y a des techniciens nord-coréens, sans doute, puisque les Nord-Coréens ont donné des missiles KN-23, je crois, et KN-24 Mmh. à la Russie. Donc, il y a sans doute des fonctions support. Il y a des Nord-Coréens, je pense, déjà en Russie à ce niveau-là. Maintenant, la difficulté ce qui me paraît difficile avec une unité nord-coréenne, c'est d'abord l'expérience militaire des Nord-Coréens. Bah, elle remonte aux années 50. Elle date un peu, même si elle a été très intense. Ensuite, ça ne veut pas dire que leurs troupes ne sont pas formées. Mais si vous voulez, par rapport au type de guerre auquel se livrent les Russes aujourd'hui, c'est un peu difficile de débarquer dans le paysage quand on sait en plus, ça moi j'ai pu le voir à plusieurs reprises, que parfois 2 unités russes qui combattent côte à côte ont parfois du mal à communiquer l'une avec l'autre en fonction de la géographie, du temps, des problèmes logistiques parfois. Donc pourquoi s'encombrer de fantassins qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas la même expérience, qu'on mettrait, on imagine encadrés par des Russes, mais même je pense qu'actuellement ça serait plus une complication supplémentaire d'avoir ces soldats-là plutôt qu'un avantage, d'autant que pour ce qui est en tout cas du saillant de Souja et de l'oblast de Koursk, les Russes n'ont pas vraiment de problème de pénurie d'hommes. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte, et ça on a pu le constater auprès de certains soldats, il y a des bataillons de volontaires dans l'armée russe, hein, ça fait à peu près 20% de l'effectif, c'est beaucoup d'anciens militaires qui ont repris du service, soit qui avaient combattu en Géorgie, pour certains même jusqu'en Afghanistan. Moi, j'ai vu des soldats de 65, de 70 ans, qui étaient des vétérans d'Afghanistan, reprendre du service dans le Donbass. Là, la motivation est encore plus importante. On a vu des soldats qui avaient arrêté, qui avaient servi dans la guerre d'Ukraine au début, en 2022, qui avaient pris des contrats pour les volontaires, c'est des contrats de 6 mois, c'est pas comme pour l'armée classique. Donc, c'est des contrats de 6 mois et puis qui avaient arrêté, qui étaient revenus à des activités civiles. Et certains d'entre eux ont repris du service pour Koursk. Pourquoi? Parce que Koursk, eh ben là, il y a un point d'honneur pour pas mal de Russes. C'est la première fois que le territoire de Russie est attaqué depuis 1941. Ils sont ultra sensibles à ça. Et voir les Ukrainiens présents sur le sol russe, évidemment, c'est une motivation supplémentaire ce qui fait qu'il y a eu plus de volontaires, dont des volontaires, je vous dis, qui avaient arrêté la guerre et qui ont repris du service pour Koursk, particulièrement. Voilà. Alors est-ce qu'il y a pas parce que tu disais tout à l'heure que, heu, c'était une carte, qui était jouée par les Ukrainiens, qui leur permettait de continuer la guerre. On se demande bien pourquoi, hein, et que quand on écoute les analystes militaires américains ou par exemple John Mearsheimer, heu, ou le général Mike Milley, qui disait au pic de la contre-offensive, ukrainienne, c'est à ce moment-là qu'il fallait, cut a deal parce que ça aurait été le moment maximum atteint par les forces ukrainiennes. Est-ce que les Russes, alors on a un peu échangé tous les 2 là-dessus, mais, est-ce que les Russes ne font pas un peu exprès d'avoir, laissé pénétrer dans Koursk et de maintenir
de faire une contre-offensive lente pour les justement, un, comme tu le dis, ça a l'air de motiver considérablement la population euh, russe. Deux, ça permet de justifier toute la guerre, puisque là, maintenant qu'on a des tirs d'ATACMS, ça permet de dire, parce que j'écoute aussi les médias russes, ils disent, bah, vous voyez, si l'Ukraine entre dans l'OTAN, les Américains vont mettre des missiles, ils vont nous tirer dessus. Bon, preuve par les faits. Et alors qu'il y a une offensive quand même assez massive du côté du Donbass et des concentrations de troupes importantes au sud de Zaporijjia, est-ce que c'est pas, ce saillant ukrainien de Koursk, dans une région, comme tu as dit, qui est pauvre, où il y a des marais, bon, c'est pas très intéressant en vrai, est-ce que c'est pas fait un peu exprès par les Russes? Bah, je pense pas. Enfin, le tempo opérationnel me paraît, quand même assez intense, de ce que j'ai pu voir avec, cette petite unité parce que, son rôle, au moment où on y était, c'est, et d'abord et ce qu'il faut vraiment se rendre ce dont je me suis rendu compte pendant ces 11 jours et l'expérience du terrain ne peut pas remplacer, cette perception. On ne peut pas l'avoir, depuis un plateau télé à Paris. C'est que quand on est avec des dronistes, quand on vit avec une unité de dronistes, on comprend que le drone est devenu aujourd'hui absolument central dans la guerre. C'est pas, j'avais eu l'occasion sur le front de Kremina, Svatovo, en janvier 2023, donc il y a 2 ans, de côtoyer aussi des unités de dronistes. Mais à l'époque, on va dire que l'artillerie avait encore l'ascendant, les mouvements de fantassins aussi. Les blindés, comment évoluer sur le champ de bataille, on les voyait, hein, les T-72 à l'époque, même c'est là où j'ai vu des T-90. Hein. Donc, si vous voulez, sur ces fronts-là, le drone était important. Il permettait de repérer évidemment les positions d'artillerie en face et de les traiter. Il y avait une coordination qui se mettait en place assez efficace entre le drone et l'artilleur. Aujourd'hui, le drone est devenu l'élément le plus perturbant du champ de bataille et à la fois le plus létal. C'est-à-dire que dans cette configuration, le drone a une puissance à la fois de détection à travers justement une approche des marqueurs de chaleur. Donc on voit les soldats, on voit évidemment les blindés. Euh, on envoie d'ailleurs des drones. Attention, hein, c'est pas du drone très élaboré, hein, avec lequel qu'utilisent les soldats. C'est des drones DJI qu'on peut trouver dans le civil, qui coûtent quelques centaines de dollars. Ça, c'est le drone d'observation qu'on envoie d'abord, dont on réceptionne évidemment le signal sur une plateforme qu'on amène avec soi dans les bois. Et ensuite, après, on met la charge sous le drone FPV, qui lui est le drone kamikaze, et qu'on Juste va pour que les gens soient au envoyer. courant, c'est une portée, c'est pas si long que ça, c'est 5, 6, 7 kilomètres max. Alors, ça dépend, parce qu'il y a aussi, c'est là Ils sont où, à peu près du front, hein, c'est ça, c'est voilà. pas des soldats qui sont loin du front. Ouais, mais Georges, il faut que je t'explique qu'en fait, avec ces drones viennent des accessoires, accessoires sur des plateformes dont les soldats russes, qui sont d'une, comment, unité très différente, avec des soldats beaucoup plus jeunes, qui sont des geeks, qui ont un mode de vie très proche de celui de nos adolescents, qui passent leur nuit à faire sur les consoles. Donc on est vraiment avec des soldats d'un nouveau genre. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent avec des antennes qu'ils fixent à 15 mètres, ils montent, grimpent dans les arbres, ils mettent l'antenne à 15 mètres au-dessus du sol, et de 2-3 km d'autonomie du drone, ils arrivent à projeter le signal jusqu'à 20 kilomètres. En l'occurrence, vraiment très exemple concret qu'on retrouvera dans notre documentaire, c'est que leur objectif, au moment où on a eu cette séquence, c'était de taper une station essence dans la banlieue de Souja, sur laquelle se ravitaillent les troupes ukrainiennes. Donc en fait, l'unité avec laquelle on était à 20 kilomètres, on va dire à 18 kilomètres de Souja. Et donc de 18 kilomètres, ils arrivaient avec un FPV à taper cette centrale. Les 2 premiers drones ont échoué parce que là, ils ont mal calculé le poids
de la charge, qui est une tête de RPG, ou ça peut être des grenades, ou parfois du thermobarique même. Mais en tout cas, c'est ce type de munitions. Les 2 premiers drones qu'ils ont envoyés étaient trop lourds par rapport à la distance et donc la batterie s'est vidée et les drones ont été perdus avant d'arriver. En fait, c'est ça, l'idée, c'est de faire un poids, qui ne soit pas trop important ni mais qui permette d'avoir quand même une bonne charge pour qu'on puisse a avec le signal, comment faire effectuer la distance et pouvoir taper en sachant que la dernière partie, l'approche, vers la cible est extrêmement, coûteux en énergie. On voit la batterie, qui se vide. Donc si vous voulez, tout ça, c'est du bricolage, mais c'est devenu, extrêmement, si vous voulez, avec, ce type d'armes, vous ne pouvez plus avoir, de concentration de blindés. Vous pouvez plus avoir même de concentration de fantassins. Aujourd'hui, quand vous êtes sur les fronts, vous n'avez pas, vous êtes au maximum avec 10 soldats, réunis. Vous n'êtes plus vous allez pas vous retrouver, moi, par exemple, pendant la guerre de Syrie, il m'est arrivé d'être de me retrouver avec 100 soldats. Ça ne m'est jamais ça ne n'arrive pas en Russie. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des petites unités qui sont planquées dans des maisons ou dans des caves, qui sortent, donc là, en l'occurrence avec leur matériel de drone, sur des pick-up qui vont très vite parce que le plus puissant possible. Pourquoi? Parce que évidemment, s'ils sont chassés par un drone ukrainien, il faut soit pouvoir le semer, et donc pour le semer, il faut dépasser les 130 km/h. Alors c'est possible sur les routes, ukrainiennes parce que droite et donc le drone, avec sa charge, il ira pas au-delà de 120. Donc ça c'est les techniques pour échapper au drone. Il faut savoir que tout véhicule, dans ces secteurs-là roule très, très vite avec évidemment un brouilleur sur le toit, mais le brouilleur n'est pas efficace à 100. Donc parfois, ben, on s'en remet au bon fusil de chasse, c'est-à-dire il y a un type à l'arrière du pick-up avec le fusil de chasse et de la chevrotine qui tire sur le drone parce que la chevrotine, ça va diffuser. C'est bien plus efficace qu'un fusil, de précision où on a toutes les chances de louper le drone. Un vieux fusil de chasse avec de la chevrotine et dans ce cas-là, le drone tombe et on échappe au drone. Donc si vous voulez, c'est tout le temps ça, à tout moment. Alors en profitant évidemment de la météo parce que parfois, quand il pleut ou quand il neige et bien on peut pas faire sortir les drones ou on peut faire sortir que le drone d'observation qui est plus résistant. Le drone FPV, il va être plus sensible à la pluie, il va être plus sensible à la neige, donc on va pas le faire sortir. Donc il y a tout ça, tous ces paramètres qui sont alors en hiver, c'est une période où les drones sont plus difficiles à manœuvrer parce qu'il y a ces intempéries. En été, en revanche, le blindé est quasiment, condamné à rester dans les sous-bois. Le char qui était autrefois le souverain du champ de bataille est aujourd'hui, devenu, une pièce d'artillerie parmi d'autres, avec j'entendais l'autre jour, une équipe de chars, de tankistes ukrainiens justement se plaindre de ça, dire que leur char, bah, il sortait jamais et que, c'est devenu, infernal. Donc voilà, donc aujourd'hui vous avez C'est un la changement révolution dans la guerre. mais complètement et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça explique aussi, pour une part, alors il y a l'attrition qui explique, comme vous dites, sur, les Russes, qui font durer le plaisir pour essayer de casser au maximum l'armée ukrainienne, c'est leur objectif. Mais également, il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur le on dit: «Oui, mais il y a jamais de grandes avancées». Mais il peut plus y avoir de grandes avancées, si vous voulez. Les grandes avancées seront traitées par les drones et les Ukrainiens ont encore un avantage là-dessus parce que, ils sont très bons. C'est eux qui ont été précurseurs. Il faut reconnaître que les Russes, ont vraiment suivi le mouvement. Ils ont les mêmes types d'individus de part et d'autre qui se font la guerre, hein. Les nôtres, se sont baptisés, Normandie-Niemen parce qu'il y a quelques, franco-russes parmi eux et ils ont repris ce symbolique. En face, c'est les oiseaux de Maïdar, du nom d'un Hongrois, d'un oligarque hongrois, d'origine hongroise qui finance, une des unités de dronistes les plus performantes côté ukrainien et les Ukrainiens, par exemple, ont un drone qui est redoutable, qui s'appelle Baba Yaga. C'est un drone qui, au départ, était un drone agricole, une sorte de grand drone, qui servait à l'épandage, sur les cultures, par exemple et c'était encore expérimental. Mais ils l'ont détourné et comme c'est un drone qui peut porter des charges un peu plus lourdes, eh bien, ils mettent du 120 millimètres
en obus, et le drone se balade au-dessus des maisons, détecte la présence de soldats russes et balance ses bombes au-dessus. Donc c'est très clairement visible quand on va dans les villages qui ont été reconquis par les Russes. On voit bien que les tirs, les destructions n'ont pas été provoquées par des tirs latéraux, mais par des tirs venant d'en haut par ces drones Baba Yaga. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une maison entièrement détruite, celle d'à côté est intacte et celle de devant est intacte, juste parce que à cet endroit, il y avait une détection de présence humaine. Et donc le drone, on l'appelle Baba Yaga parce que dans la mythologie slave, ça correspond à la vieille sorcière qui fait peur aux enfants. Enfin, c'est un peu le croque-mitaine. Et donc c'est comme ça. Donc voilà, il joue toujours ce rôle et il provoque une véritable terreur auprès des populations. Alors il y a plus beaucoup de population dans ces villages, mais les quelques vieillards qui sont restés nous ont bien dit qu'ils étaient terrorisés par ces drones. Donc si vous voulez, voilà l'ambiance que vous avez. Et dans une ambiance comme ça, eh bien, dès qu'il y a une météo qui est défavorable, à ce moment-là, les blindés reprennent plus du service, les mouvements de fantassins peuvent se faire parce que les drones ne peuvent plus opérer ou sont moins efficaces. Voilà. Alors dans cette guerre, il y a une autre révolution, qu'on vient de voir à l'œuvre, de manière particulièrement significative contre une usine de fabrication de missiles qui est, le missile, hypersonique et en particulier le noisetier de Alechnik que viennent de Mmh. sortir de la Manche, les Russes, en annonçant où ils allaient tirer à l'avance pour bien faire montrer qu'il n'était pas arrêtable. Et on a eu bon, là actuellement, c'est, du côté occidental, autant, ce sont les ATACMS, les Scalp, les, Storm Shadow, qui sont à l'honneur, même si les Ukrainiens n'ont pas l'air d'en avoir tant que ça en définitive. Mais est-ce qu'on n'a pas un game changer là avec, ce que les Russes viennent de tirer et le fait qu'ils disent, enfin, en gros, ils ont annoncé qu'ils peuvent tirer à peu près n'importe où, sans que ce soit arrêtable, faisant peser une menace, ailleurs, y compris sur Israël puisque la dernière salve de tir iranien, les missiles qui sont passés sont des missiles hypersoniques. Les Houthis ont réussi à loger un missile tiré à plus de 2 000 kilomètres, qui a traversé un seul missile, le dôme de fer. Est-ce qu'on n'a pas là, un game changer? Heu, m Alors moi, je ne suis pas, spécialiste des missiles hypersoniques, mais de ce que j'ai pu, lire, regarder et comprendre, ce qui est surtout inquiétant dans cet, usage par les Russes de ces nouvelles armes, hein, de ce missile, Oreshnik et avec, les têtes, qui ont été mis alors donc en sachant qu'évidemment, il peut porter des têtes nucléaires. Mais, et que ça n'a pas été le cas évidemment dans le test qui a été réalisé, sur cette usine, de la banlieue de Dniepro. Non, ce qui m'a paru le plus inquiétant, c'est que, en dépit de tout ce qu'on a pu nous annoncer sur le potentiel nucléaire occidental, américain, français, anglais, des puissances nucléaires, enfin possédant l'arme atomique, on semblait être, comme ça sur le papier théoriquement, capable de rivaliser avec les Russes. Et on apprend finalement qu'en termes de vélocité, et de puissance de frappe, de ces missiles, bah, on est largement en retard et qu'on n'a pas d'équivalent. D'après ce que j'ai lu, le seul missile qui aurait été vraiment upgradé, côté occidental, c'est le M51 qui équipe, nos sous-marins nucléaires français, qui lui est capable effectivement, qui est d'une nouvelle génération. Et encore que les Russes, ont encore de l'avance par rapport à nous, notamment dans l'hypersonique, domaine qu'on a, purement et simplement, me semble-t-il, négligé. Là, oui, Et c'est il faut inquiétant. rappeler que les pays de l'OTAN, C'est-à-dire que enfin, je comment? veux dire les pays de l'OTAN, c'est 75 des budgets mondiaux de défense depuis 3 décennies. On Oui, peut se demander, où est oui, parti l'argent? Parce que où est parti l'argent? Et puis surtout, je crois que c'est un Français d'ailleurs qui avait mis, monsieur, Lepetit ou, je sais plus, un ingénieur français qui a mis au point, les techniques. Et donc, une technologie qui a été utilisée par d'autres, on va dire. Et on se rend compte on avait parlé de ces armes au début de la guerre avec les Kinzhal et un certain nombre d'autres missiles, mais on avait dit: «Attention, les Russes ont une panoplie». Mais là, on est en train de se rendre compte que,
ils ont expérimenté, ils continuent à expérimenter, mais qu'ils ont plusieurs longueurs d'avance sur nous, sur les Américains, avec ce type de missile. Et ça nous laisse quand même, ça fait froid dans le dos, parce qu'en cas de confrontation, en tout cas, les Russes ont démontré avec. Donc on est vraiment dans un sphère où de type d'évolution de ces missiles et d'armes, les Russes est clairement un avantage sur nous. Alors pour revenir à cette idée, du saillant de Koursk qui sert les intérêts de ceux qui veulent continuer la guerre, hein, du côté ukrainien comme du côté russe. Mmh. Nous, on était, au sommet des BRICS et on a fait une pause, par Moscou. On a interviewé quelques personnes et en particulier Alexandre Artamonov, heu, qui est un francophone, qui a fait l'IHEDN chez nous. Vous pouvez voir la vidéo sur Mmh. Fréquence Populaire, et qui est au conseil de défense, participe aux réunions de défense, du Kremlin et qui fait partie des durs du régime. Mmh. Lui, il nous a dit: «Bon, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au Dniepr, donc de prendre, Kharkov, Poltava, Zaporijjia, Dniepropetrovsk, plus Odessa et que c'est à ce moment-là qu'il y aura une possibilité de deal parce que la frontière sera repoussée assez loin, à l'ouest, selon lui, pour, le positionnement d'éventuels missiles, américains dans une Ukraine très, très réduite, hein, c'est à 40 de sa taille, Mmh. et qui rentrerait dans l'OTAN. On a toujours cette demande, d'ailleurs formulée à nouveau par monsieur Barrot, notre ministre des Affaires étrangères et par, Emmanuel Macron, d'une rentrée rapide de l'Ukraine dans l'OTAN. Or, on sait que c'est la cause, principale du conflit. Est-ce que, comme on n'a semble pas les moyens, de rivaliser avec la production industrielle, russe, est-ce qu'on n'est pas en train de condamner l'Ukraine à un lent effondrement? Alors comme tu l'as expliqué, on ne peut pas avoir de grosses avancées parce que les drones, Mmh. voilà, font qu'il y ait plus de concentration. Donc ça va être au niveau des états-majors, moi qui en ai fait, ça doit être très compliqué à organiser parce qu'il faut tout repenser, tout ce qu'on a appris en fait fonctionne pas, donc il faut tout réorganiser avec c'est des masses colossales. Du côté russe, c'est Mmh. 560 000, 570 000 hommes. Mais néanmoins, est-ce que on les condamne pas à disparaître en fait par cette continuation de cet objectif de rentrer dans l'OTAN? Alors, il y a une chose, sur laquelle moi j'alerte depuis un petit moment, même avant ce voyage et même avant le précédent qui avait eu lieu au début de l'année, sur le front, ouest de Bakhmout. C'est que, actuellement la progression des Russes se fait, tu as évoqué, tout à l'heure, heu, le sort des bastions, ukrainiens. Alors quand on dit bastions ukrainiens, il faut préciser un petit peu, il s'agit de villes fortifiées depuis 2014. C'est Kramatorsk, Polsk, il y avait Vuhledar, mais enfin toute la il y a une sorte de front, urbain encore qui tient, côté ukrainien et qui est, sur lesquels les Russes sont vraiment à l'assaut, avec des friches industrielles, enfin la configuration classique qu'on a connue, avec Bakhmout, qu'on a connue avec Avdivka. C'est-à-dire que, ça progresse, dans des zones urbanisées avec des positions de défense, extrêmement efficaces, avec la possibilité pour une armée de se cramponner, aux ruines. C'est côté classique, de la guerre, si on prend la Seconde Guerre mondiale avec, Monte Cassino ou Brest, où, le défenseur peut être simplement, sans aviation, mais arriver à tenir, la ville ou Caen même, Ou Stalingrad? avec, pendant longtemps. Et donc là, ce qui se passe, c'est que, ces friches industrielles ont aidé les Ukrainiens à résister à la pression russe, qui grignote en fait plus qu'ils n'avancent. Et aujourd'hui, les Russes sont au pied ou même dans les banlieues ou les zones industrielles de ces villes, ces villes forteresses, où ils progressent, jour après jour, en sachant que derrière ces villes forteresses, et c'est là où, je rejoins ce que votre analyse sur le Dniepr, il y a plus rien.
C'est-à-dire que la géographie du Donbass, qui était une géographie de collines avec des plateaux, des vallées un peu escarpées parfois, et puis surtout ces friches industrielles, soit d'anciennes usines de charbon. Moi, j'ai vu des usines, vous savez encore dans le Donbass, des usines avec l'étoile rouge au-dessus de la potence du puits, quoi. Donc c'est vraiment très ancien. Et bien là-dedans, on s'est battu dans ces usines, on s'est battu sur des terrils aussi, qui font des positions en hauteur. C'est évidemment le but de cette guerre, comme de toute guerre, c'est d'occuper les positions en hauteur. Et le Donbass permettait ça. À partir du moment où Pokrovsk tombe, derrière Pokrovsk, il y a que de la terre agricole. Il y a la grande plaine ukrainienne jusqu'au Dniepr. Donc en fait, ce qu'il Et faut aucun système défensif. exactement, c'est ça. Il n'y a plus pour les Ukrainiens de possibilité de trouver des lignes de défense. Moi, je vous dis, si on négocie, on commence à négocier maintenant, au moins l'Ukraine conserve, ou en tout cas peut espérer conserver une grosse partie de son territoire. Si on laisse les choses avancer, parce que quand on parle de Chasiv-Yar, quand on parle de Pokrovsk, de Kurakovo ou de ces villes-là, il est possible. Avant, on avait planifié qu'elles seraient conquises par les Russes au premier trimestre de 2025. Là, on est en train de dire qu'elles vont être conquises avant la fin de l'année. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une accélération. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on attend, moins l'Ukraine aura de territoire. Plus on continue à s'accrocher à des choses symboliques comme Souja, plus l'Ukraine va perdre de son territoire et plus les Russes, ça sera facile aux Russes, effectivement, d'assiéger Dniepro, de prendre Zaporizhia, et puis au nord, vous avez quoi? Vous avez quand même Kiev. Alors peut-être qu'ils n'ont pas l'intention de prendre Kiev. Pour ce qui est d'Odessa, je n'en sais rien, parce qu'à chaque fois que je parle d'Odessa, j'ai eu des conversations avec des officiers russes. Il y a toujours il y a une sorte on sent que les Russes n'ont pas envie de détruire Odessa. Je ne sais pas pourquoi, mais on sent qu'il y a quelque chose dans la mentalité russe autour de cette ville. Je pense qu'ils aimeraient bien la prendre, mais voilà, ça fait partie aussi de leur patrimoine. Et je pense qu'ils auraient moins de scrupules à détruire Kharkov, qui a été détruit des dizaines de fois dans son histoire, que cette ville d'Odessa qui a quand même un côté très très symbolique. Donc je ne sais pas s'ils prendront Odessa, c'est plus compliqué. Vous avez Nikolaïev devant, vous avez quand même voilà, mais effectivement la logique voudrait qu'ils aillent jusqu'à la Transnistrie et qu'ils fassent une sorte mais dans ce cas-là, l'Ukraine n'aurait plus de façade maritime. Enfin, tout ça, voilà. Mais plus on avance, je ne sais pas ce qui va se passer, mais plus on avance, plus la situation empire pour l'Ukraine. C'est de si on veut que l'Ukraine reste un pays souverain et si on veut que ça ne soit pas des lambeaux de pays qu'on partagerait entre un coup l'Europe d'un côté et que la Russie accroisse son territoire considérablement, peut-être qu'il serait bien temps d'arrêter maintenant les frais, parce que on sent bien que depuis 6 mois, l'Ukraine n'a pas conquis un seul village et que la mécanique ou le sort des armes aujourd'hui sont dans le sens de la Russie à tous les niveaux. Alors peut-être qu'avec les drones, comme je vous le disais, les Ukrainiens ont encore un avantage ou ont une capacité de rivaliser, mais sur l'artillerie, c'est fini depuis longtemps. Le rapport de feu est de toute façon outrageusement en faveur des Russes, voilà, à tous les niveaux. L'aviation. Et voilà, l'aviation, et c'est même pas quelques missiles attaque MS qui causeront des problèmes à la Russie. Mais si vous voulez, c'est comme la fameuse arrivée des F-16. Les F-16, c'est bien, mais il faut les faire décoller. On les fait décoller d'où? Avec quelle autonomie? On envoie des avions ravitailleurs que les Russes vont se faire un malin plaisir d'essayer d'abattre. Donc tout ça est extrêmement compliqué quand on connaît la façon dont fonctionnent les Rafales. Moi, j'ai fait quelques sujets sur les Rafales et sur les Mirages français, y compris j'ai volé en Mirage. J'ai compris quand même que tout ça, c'est une technologie extrêmement complexe qui demeure des supports. Dans un champ de bataille comme l'Ukraine, faire voler des F-16, on peut y arriver, mais c'est pas ça qui va renverser la vapeur. Voilà ce que je veux dire. Et que au stade où est la guerre aujourd'hui, sans hommes supplémentaires, et c'est là où
est-ce que nous, Français, on va envoyer des troupes pour qu'elles combattent avec les Ukrainiens? Parce que les Ukrainiens ont besoin de troupes pour monter à l'assaut, pour tenir des tranchées, pour tenir des positions de défense. Ils n'ont pas besoin d'instructeurs qui vont leur expliquer comment on fait la guerre, alors que ça fait 2 ans et demi qu'ils la font. Si vous voulez, beaucoup de soldats ukrainiens, ça m'a été rapporté, je l'ai lu d'ailleurs, que certains soldats ukrainiens disaient quand on est formé par les Français ou par les Lettons ou par les Polonais, on nous explique une guerre qui n'est pas la guerre qu'on combat. Évidemment, on n'a plus cette expérience de haute intensité en France. Alors, on veut bien aider l'Ukraine du mieux qu'on peut, on veut bien former ses artilleurs, on veut bien lui fournir des canons César, mais ce n'est pas ça qui va être décisif. Si on veut faire un vrai cadeau à l'Ukraine, il faut lui donner des hommes. Donc, dans ce cas-là, eh ben, il faut prendre la décision de prendre des troupes françaises et de les envoyer combattre dans le Donbass. Voilà. Sauf que ça rentre en contradiction avec la première règle de la dissuasion nucléaire. On ne rentre pas en contact direct entre deux nations nucléaires, sinon ça finit mal, parce que Tout à fait. et je confirme ce que tu dis, j'étais à l'école militaire à une réunion d'officiers de réserve, des unités qui forment les Ukrainiens, en dehors de des moments officiels, ont bien confirmé que c'était parfois tendu, donc les Ukrainiens étaient contents de recevoir la formation sur du matériel. Mais par contre, les entraînements au combat, les prises de bâtiments et tranchées, c'était plutôt qui disaient bon, enfin, vous n'y Mmh. connaissez rien, c'est Mmh. complètement obsolète vos techniques. D'autant Mmh. qu'avec les drones, même dans ce domaine, ça a considérablement changé l'approche de la prise de bâtiments. En fait, Mmh. les descriptions que j'en ai eues sont très, 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 très différentes. Et alors, Mmh. selon toi, quel est si tu as encore quelques minutes, c'est quoi Bien sûr. le rationnel euh, pour les pays européens de continuer? Parce que bon, enfin, juste avant que tu interviennes, on a entendu que DCI pourrait envoyer, Mmh. proposer ses services. Bon, quand on a ce genre d'annonce, c'est que, très clairement, personne ne va envoyer, des soldats français, avec Mmh. le drapeau tricolore sur le donc c'est des mercenaires, c'est-à-dire des très, très peu de monde, hein. On n'a pas non plus d'unité de mercenaires aussi vaste que les États-Unis. Heu, c'est quoi cet entêtement, non efficace? Puisque toi, tu dis, voilà, faut soit on soutient, soit réellement, soit on arrête, en fait. Mais pourquoi est-ce Non, qu'il mais selon toi, il continue à faire comme à moitié? moi, je crois que le problème de la guerre en Ukraine, il faut l'avoir dans sa globalité. C'est qu'on a été condamné à une narration depuis le début de cette guerre qui était que la Russie allait perdre. C'est-à-dire que l'Ukraine, nous allions au secours de l'Ukraine et que la Russie a démontré des faiblesses au niveau opérationnel évidentes au début de la guerre. Moi, je me souviens d'une discussion avec un commandant du bataillon des vétérans qui sont des volontaires, enfin qui font une sorte de Tchéléka, enfin un peu type Wagner, comme il y en avait au moins une dizaine et comme il y en a toujours, mais elles sont beaucoup plus contrôlées par le ministère de la Défense aujourd'hui depuis l'épisode Wagner, ça on pourrait en discuter. Mais donc ce commandant m'expliquait que il me disait, j'ai eu moi Kiev dans mes jumelles quand on a été vraiment très très près, mais on avait par exemple, il me donnait cet exemple, il me disait on avait une carte d'état-major qui datait de 1975, il y avait marqué qu'il y avait une forêt et à la place de la forêt il y avait une ville. Voilà, donc il y avait ce genre d'archaïsme russe. Les forces spéciales étaient extrêmement bien entraînées, mais la troupe, elle n'était pas plus entraînée que chez nous et finalement, elle n'était pas plus habituée à faire la guerre, même si la Russie a continué pendant longtemps, elle faisait toujours des manœuvres, sur les plaines biélorusses, dans ces zones-là. Mais si vous voulez, voilà, les Russes ont connu vraiment au départ des problèmes de commandement. Il y avait 3 commandements, sur 3 fronts. Enfin bref, il y a eu, voilà, comment vraiment on dira merdé, au début, vraiment fortement. Les Ukrainiens se sont révélés d'extrêmement bons combattants, très déterminés à défendre leur pays. Donc ça a été 2 grosses surprises. Les Russes ont reculé
plus en bon ordre qu'en étant défait. Il faut quand même voir aussi les choses. C'est-à-dire que la narration sur l'Est, l'offensive ukrainienne de l'Est de Kharkov en septembre 2022 et celle d'octobre sur Kherson profite plus d'un retrait des Russes que retrait en bon ordre à l'est de la rivière Oskil d'un côté, et puis du Dniepr pour ce qui est de Kherson en octobre. Ce sont des retraites, comme c'est enseigné dans les écolaires, et celle de Kherson en particulier, opérée par le général Surovikin, a été réalisée de façon impeccable, et les Russes ont quitté la zone de la ville de Kherson. Euh, on a immédiatement célébré ça Bon, comme une très, grande très, très victoire difficile à ukrainienne. organiser. Voilà, dont la Je défense était précise que réussie, c'est hein. très, très compliqué à organiser. Oui, C'est oui. c'est considéré comme une opération militaire parmi les plus difficiles, en fait. Le retrait, Bien sûr, et la retraite ressemblait à celle de la poche de Falaise aussi, hein, avec moins de morts évidemment, mais si vous voulez, ça fait partie des en 44 quand l'armée allemande une partie de l'armée allemande se sacrifie pour que les 2 tiers, retraversent la Seine, ça va permettre ensuite de faire, la bataille des Ardennes, par exemple. Mais donc il y a un intérêt à faire ces retraites. À l'époque, la scène, je dirais politico-médiatique européenne a célébré ça comme des grandes victoires de l'Ukraine. Donc on s'est emballé en disant continuons et fournissons les armes nécessaires, les chars lourds, les HIMARS. Alors les HIMARS, c'était un peu avant Kherson et ça avait eu un impact considérable. C'est en juin, Biden décide de donner des HIMARS aux Ukrainiens. En septembre, les HIMARS ont réussi à détruire au moins la moitié des dépôts d'armes russes. euh, voilà, je crois qu'on a, donc, au compte-gouttes distribué ces armes, à l'Ukraine, qui ont eu des effets, des impacts. Ensuite, ça a été la question des chars lourds. Il y avait une réunion, donc, à Ramstein, on était en octobre, à ma connaissance, octobre ou novembre 2022, ou même peut-être un peu plus tard, peut-être janvier 2023, et il y avait une réunion c'était, faut-il envoyer des chars lourds? Alors on a fini par en envoyer, mais à chaque fois, ça a été des quantités relativement limitées. C'était too little, too late. Voilà. Et en fait, bon, aujourd'hui, pas mal d'Ukrainiens accusent les Américains justement leur avoir donné suffisamment d'armes pour ne pas mourir, mais pas suffisamment pour gagner. Et je crois que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et en plus, on a été nous-mêmes intoxiqués par une sorte de narration qu'on a plaquée sur ce conflit, qui était une dynamique de victoire côté ukrainien qu'on souhaitait, mais qui nous a empêchés de regarder la réalité et de regarder ce qui était en train de se passer. Et il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on a continué à dire, mais non, c'est de la propagande russe ou c'est des choses comme ça. Et en réalité, les plus propagandistes, ça a été nous, parce qu'on s'est coupé de la réalité. Vous avez aujourd'hui des chaînes d'infos en continu, je ne vais pas les citer, mais dans lesquelles on est sur une espèce d'exercice de télé-réalité, de fiction, avec des gens qui d'ailleurs, je regardais bon, pour la nommer, LCI l'autre jour, il y avait des personnes qui débattaient de l'Ukraine, dont aucune de ces personnes ne s'est rendue en Ukraine pendant la guerre, par exemple. Ce sont des gens qui parlent de l'Ukraine tous les jours, qui n'ont aucune connexion sur la réalité, et je crois que ça a contribué à cette espèce d'idée que l'Ukraine allait gagner et que, in fine, la Russie allait perdre. La réalité est tout autre, et aujourd'hui, on est en train de découvrir avec douleur que ce n'est pas ce qui va se produire et que ce qu'on a souhaité, donc il faut, alors d'où cette volonté pour certains de continuer bec et ongle en disant à un moment, le sort des armes va s'inverser. La réalité et la prise de conscience de tous les éléments autour de ce conflit, la santé économique de la Russie, on a beau dire que je lis comme vous les publications de Foreign Policy aux États-Unis qui dit attention, l'économie russe est peut-être dans une phase où les choses vont aller pour le pire pour elle. On entend des choses comme ça, mais en fait, en réalité, ça se réalise jamais, et que cette façon de dire oui, ils vont perdre. Bon, quand ils perdent pas, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois qu'on arrive vraiment au bout de cet exercice dans lequel finalement l'intoxication politico-médiatique autour du conflit n'a pas servi l'Ukraine.
parce que je pense que ça nous a empêchés de voir de façon réaliste ce qui se passait sur le terrain et on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, comme je l'expliquais, c'est-à-dire que le front soit enfoncé, que les Russes progressent jusqu'au Dniepr et prennent un tiers du territoire. Voilà, donc l'Ukraine se retrouve dans une situation encore pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour ça, je pense que évidemment l'élection de Donald Trump a promis, le candidat américain a promis qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures. Je doute qu'il y arrive, mais en tout cas, on est quand même, à partir de janvier, on va être quand même dans une dynamique d'aller vers la négociation. Est-ce que les Russes vont vouloir y aller? Ça, c'est aussi une vraie question. D'après ce que j'ai entendu de Vladimir Poutine, des propos sur Donald Trump, on semble plutôt vers une sorte de conciliation et peut-être un reset des relations russo-américaines à partir du 20 janvier. On va voir comment tout ça va être mis en place, mais la période est très très dangereuse parce que on a encore au pouvoir, on l'a vu avec l'autorisation donnée à Volodymyr Zelensky par Joe Biden d'utiliser les missiles à longue portée. On le voit avec ses déclarations de Jean-Noël Barrot sur le possible envoi de troupes, le fait qu'il n'y a pas de ligne rouge, etc. On est quand même dans une surenchère guerrière qui existe toujours et qui fait que les 2 mois qui nous séparent aujourd'hui de l'investiture de Donald Trump, à mon avis, vont être extrêmement dangereux avec des possibilités de dérapage, de ces accidents. Vous savez, il y en a beaucoup dans l'histoire qui ont provoqué des guerres mondiales. Le petit truc de trop qui fait que la réponse est pas la même que celle à laquelle on s'attendait. Et ça, cet engrenage-là, il peut nous mener malheureusement vers la guerre. Alors, je voudrais te poser une dernière question si tu as le temps. Ouais. Heu, Puisque tu parles de gens qui vont sur le terrain et de réalité. Alors, heu heu, passons sur le fait que monsieur Barrot fait des annonces d'envoi de troupes, éventuelles, et donc d'entrer en guerre face à la Russie, alors qu'il y a un article 35 de la Constitution qui suppose que quand même tout ça soit un petit Bien sûr. peu discuté, au parlement français. Mais bon, Mmh. hein, ce ne sera pas la première fois qu'il passe par-dessus, Mmh. la Constitution. Heu Est-ce que tu as ressenti, toi, sur le terrain, ce que nous, on a, non seulement ressenti, mais entendu très clairement, à Moscou, et contrairement à ce qu'on répète bêtement ici dans sur les Mmh. plateaux de télévision, un très fort mécontentement vis-à-vis de Poutine. Non pas parce qu'il serait un terrible dictateur, mais parce qu'il n'y est pas allé frontalement dès 2014, qu'en février 2022, c'était une trop petite opération, qu'il ne fait pas dès le début un bombardement massif de toutes les infrastructures de l'Ukraine, et qu'il est tout le temps à vouloir négocier avec les Occidentaux. Ce qui Moi, j'ai l'impression que ça explique aussi un petit peu son côté, plus dur là, dans les propos après le tir du missile, Mmh. noisetier là, à Lechnik. Est-ce que Mmh. tu as ça du côté de la troupe? Hem, du point de vue des soldats, non. En fait, on parle très peu, c'est très, très rare que le mot Poutine soit prononcé, avec les soldats ou avec la population. En général, quand ils en parlent, ils disent, Vladimir Vladimirovitch. Ils l'appellent par ses 2 prénoms, mais ils en parlent très peu. Les soldats qui m'en ont parlé, c'était plutôt les anciens d'Afghanistan, donc des vieux soldats, très communistes dans l'âme, qui ont gardé une nostalgie pour ces temps, et y compris une nostalgie pour Staline d'ailleurs. Un soldat un jour m'avait dit, «Staline nous manque». Bon, je suis resté un peu quoi devant devant cette déclaration. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il avait envie qu'il y ait le NKVD? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est Staline qui gagne la Seconde Guerre mondiale? C'était plutôt ça, à mon avis, qu'il avait dans l'idée. Oui, on entend de temps en temps, mais c'est pas de façon obsessionnelle, que Poutine est trop sympa, que il aurait fallu faire beaucoup plus, aurait fallu, voilà, ça on l'entend. Mais c'est pas de façon obsessionnelle, de même que les menaces nucléaires sont assez peu analysées sur le front. Les soldats sont plus dans une dynamique de gagner cette guerre, ça c'est clair. Il y a une conscience que la victoire est proche.
Ça se voit sur leur visage, malgré l'épuisement de certains. Moi, j'ai rencontré des soldats qui combattent depuis 2014, qui ont combattu dans les armées de DNR ou de LNR, dans des 2 oblasts, du Donbass, depuis 2014, qui ont fait 10 ans de guerre, voilà, et qui, ils ne me semblent pas absolument fatigués, mais plutôt effrayés quand on leur pose la question de ce qu'ils feront après la guerre. Là, il y a un peu peut-être un phénomène de corps franc, en rapport à l'Allemagne, d'après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de soldats qui ont combattu intensément et qui vont se retrouver désœuvrés, dans la société russe. Ça, je sens que ça c'est quelque chose qui leur fait peur, ça. Par contre, le fait de continuer et de gagner cette guerre, ils sont vraiment appliqués à ça. Il n'y a pas chez eux il y a peut-être eu des regrets, il y a peut-être eu des moments de panique ou de peur, mais là, actuellement, au moment où, je vous parle, ceux avec qui j'ai passé 11 jours, en tout cas, restent, extrêmement motivés et voilà, c'est des soldats qui ont tout vécu, qui ont perdu beaucoup de leurs camarades, mais qui sont complètement, dans cette guerre. Voilà, donc c'est l'activité principale. Donc ils respirent la guerre, ils sont complètement dedans. Voilà, mais il n'y a pas les histoires politiques, si, on va gueuler sur Shoigu, enfin plus Shoigu, mais sur le ministère de la Défense. Ça, on n'aime pas le ministère de la Défense, surtout chez les bataillons de volontaires, qui sont des soldats qui ont déjà servi dans l'armée régulière. On n'aime pas le ministère de la Défense parce que c'est vous savez, l'histoire de Wagner, c'est les fameux planqués de l'arrière, c'est Moscou. Dans Wagner, il y avait un autre domaine d'ailleurs, j'ai rencontré des anciens qui ont été recyclés, il y en a plein partout. En discutant avec eux, j'ai compris aussi qu'il y avait, chez Wagner le reste de la Russie contre Moscou. C'est-à-dire Moscou, la ville un peu bourgeoise, claquante, avec une culture particulière, et le reste de la Russie qui fonctionne avec un autre diapason. Donc, chez Wagner, c'était aussi ça. Protester contre Gerasimov, protester contre Shoigu, qui donnait pas assez de munitions, qui traitait mal la troupe. Enfin, si vous voulez, en vous disant ça, j'ai pas l'impression de Mmh. vous sortir un scoop. C'est très classique chez toutes les armées. Dans toutes les armées, il y a ça. Donc, Et moi, voilà. j'avais l'impression, dans l'affaire, Prigojine, Mmh. la ce coup, moitié raté, qu'il s'attendait à une réaction, des durs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui reprochaient à Poutine, et je pense qu'il s'est retrouvé un peu tout seul dans la verte, alors qu'il espérait qu'il y ait que se Oui. passe quelque chose, du côté du Conseil de sécurité, et qu'on explique à Poutine que bon, faut arrêter d'écouter. Alors, avec des boucs Mmh. émissaires, comme tu dis, Shoigu, Gerasimov, puisque Mmh. c'est lui-même qui voilà, mais demander à Poutine d'y aller un peu plus franchement. Donc, je me demande si c'est Oui. pas ça Alors, qui peut sur jouer. Wagner, il y a aussi l'histoire en fait, c'est là où Prigojine, parce qu'en même temps, c'est très paradoxal. Prigojine est une créature de Poutine. C'est lui-même qui le met dans l'échiquier. C'est Surovikin qui le rappelle, à Bakhmout, qui confie justement cette tâche, de conquérir cette ville symbole, dont le siège va durer 8 mois, avec l'aide de l'artillerie russe quand même, hein. Wagner a opéré seul dans Bakhmout, mais autour, c'était les parachutistes. Donc il y a les parachutistes, il y a les unités d'artillerie de l'armée régulière qui étaient là. Donc, et d'autres, Tchéveka et d'autres unités qui ont contribué à épauler, Wagner sur Bakhmout. Mais je pense que, c'est vraiment, une manière aussi pour, titiller l'armée et lui dire de se réveiller en lui mettant une unité qui va conquérir, qui va faire pour l'année, 2023, la seule, grande victoire de Poutine. Alors évidemment, le monstre sort de sa boîte en fait, et Prigojine s'imagine qu'il va, changer l'armée, qui imagine que sa méthode, va être la bonne, c'est celle de jouer, le soldat contre sa hiérarchie. C'est ce qui s'est passé, et il va trop loin, et là, oui, peut-être qu'il le perd.
puisque les plus durs n'ont pas répondu à l'appel. Et puis, il est allé trop loin dans le sens que il a commencé à parler de convoi de la justice, mais il a dit nous allons désignant des traîtres, etc. Et ça, Poutine ne pouvait pas l'accepter. Donc voilà, je pense que Prigojine, par son tempérament, est allé trop loin et s'est condamné lui-même. Maintenant, il a clairement, à un moment, incarné, et c'est encore extrêmement présent dans les unités parce qu'il y a une véritable mythologie Wagner qui contamine d'autres unités et qui est très très présente. C'est-à-dire, voilà, l'idée de la défense du combattant, l'idée du soldat de base qui a peu de moyens, qui vit chichement, qui se sacrifie pour la patrie. Et c'est ça que Prigojine a réussi à mettre en avant. Et c'est comme ça qu'il a fait sa notoriété et son mythe. Vous avez des gens de Wagner aujourd'hui qui ne croient, j'en ai rencontré, qui pensent que Prigojine est toujours vivant, qu'il est quelque part en Afrique, qu'on l'a sorti du jeu parce que c'était plus possible. Mais parce que Prigojine, à la base, est une créature Avec de Jim Poutine. Morrison et Elvis Presley. Voilà, voilà. Mais c'est une créature de Poutine à la base. C'est Poutine qui le fait, c'était le cuisinier, c'était, l'ancien taular. Donc il y a tout ça, dans cette, mais je peux vous dire que c'est encore extrêmement présent. Vous avez des instructeurs de Wagner un peu partout, sur le front et qui ont d'ailleurs une expérience, du combat absolument incroyable. Aujourd'hui, je ne sais pas qui, quand vous êtes, instructeur de tir à Wagner, peut vous rivaliser dans le monde? Après avoir connu Bakhmout, ou quand vous avez été sniper à Bakhmout, j'en ai rencontré un, c'est des soldats, c'est des soldats puissance 10, ils sont pas formatés comme nos forces spéciales non plus. Aujourd'hui, le pro la guerre en Ukraine a un peu, mis de côté, les forces spéciales. D'ailleurs, côté ukrainien comme russe, elles ont été utilisées comme de l'infanterie, ces forces spéciales. Elles ont été gâchées parce que leur rôle, avant, n'était plus applicable sur la guerre en Ukraine. Mais par contre, ces soldats capables de manier les drones, capables d'avoir une expérience de combat comme ils l'ont, je crois qu'il n'y a pas de soldats au monde qui ont cette expérience aujourd'hui. C'est pour ça que l'armée russe est devenue très dangereuse. On disait oui, elle est diminuée, ils n'arrivent pas à progresser, certes, mais ils ont 3 ans d'expérience de combat de haute intensité avec les drones, avec toutes les composantes, avec les bombes planantes, avec tout ce qui a été inventé, testé dans cette guerre. Aujourd'hui, il n'y a aucune armée au monde, à part l'armée ukrainienne évidemment de l'autre côté, qui a cette expérience-là. Donc il faut prendre ces paramètres en considération quand on dit on va envoyer des troupes en Ukraine. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que si nos troupes, ben, elles n'ont pas ces expériences-là, comment est-ce qu'on peut espérer rivaliser avec les Russes et changer les choses? Je crois qu'on ne va pas les changer les choses. Il faut regarder les choses de façon assez claire et qu'il est temps aujourd'hui d'accéder à des négociations et de terminer cette guerre. Voilà. Bon, bah, écoute, on va finir sur cette note d'espoir, Régis. Quand est-ce qu'on peut voir sur Omerta, le documentaire? Alors, le documentaire, il est déjà disponible. Vous avez 20 minutes, pas dans une version courte, qui est Ouais. disponible sur la chaîne Omerta, là. J'en profite pour vous annoncer une très bonne nouvelle. On vient de passer la barre des 300 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Donc, on est très content du succès. Et en tout cas, on espère continuer à mettre des contenus. La version longue sera disponible sur l'application Omerta. Ça, c'est 5 € par mois. Il faut la télécharger sur Apple Oui, parce Store. que Et voilà. étonnamment, il y a des gens qui ne te connaissaient pas, donc c'est une très bonne chose. Voilà, dans le fil, ben voilà, c'est Régis Le Sommier, grand journaliste, reporter de guerre et voilà et qui, officie maintenant avec Omerta et Voilà. peut faire des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire, Bah, écoutez, dans les il y a médias il de y a masse il y a un certain habituels. voilà, il y a un certain nombre de documentaires, donc les 5 qu'on a réalisés, en Ukraine et en Russie. Il y a aussi notre documentaire sur l'Afghanistan qu'on a fait l'année dernière, aux mains des talibans. Donc il y a un documentaire sur le Hezbollah aussi qui est intéressant, qu'on avait réalisé à Dariyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth et dans le sud du Liban, avant évidemment la guerre avec Israël. Donc il y a un certain nombre de contenus comme ça qu'on peut retrouver sur Omerta qui sont intéressants parce que c'est des perspectives qu'on n'a pas toujours chez les médias classiques. On y va au ras du terrain, on est très dans l'humain, dans le reportage à l'ancienne, avec bon, aussi beaucoup de technologies pour le montage. Mais voilà, donc tout ça, c'est disponible sur notre application. Et celui sur les drones paraîtra bientôt, j'espère, parce que c'est vraiment moi, j'ai vraiment découvert un nouveau type de soldat.
qui aujourd'hui sont pas simplement accessoires, qu'on vient pas à rapporter à enfin, dans une unité classique, mais qui sont devenus centraux dans cette guerre. C'est des gamins, c'est des geeks qui font la guerre aujourd'hui. Ça paraît incroyable quand on parle de la guerre en Ukraine, de se dire c'est nos ados qui font la guerre, mais c'est un peu ça, c'est les ados russes qui aujourd'hui sont aux commandes avec des consoles qui ressemblent à des PlayStation. Ils vont dans les bois et c'est eux qui tapent les blindés et c'est redoutable ce qu'ils font. Les Ukrainiens font la même chose de leur côté. Donc je pense que ça vaut le coup de comprendre parce qu'on a passé du temps avec eux. On est avec eux au petit-déj. Le petit-déj, pour eux, c'est un Red Bull et une clope. Et ensuite, on part pendant 24 heures sur le front. Donc, ils bouffent des pizzas. Ils ont une culture à part. Voilà, une culture à part qui ressemble vraiment à la culture des ados du monde entier. Et aujourd'hui, ce sont eux qui font la guerre en Ukraine. Voilà. Mais c'est vraiment enfin, c'est vraiment très intéressant. Donc on attend ce documentaire, heu complet, on va Au mois de apprendre beaucoup de décembre. choses. Je conseille vraiment ceux qui ne sont pas abonnés, voilà, que ça intéresse. Tu as beaucoup de félicitations et de saluts dans le chat, ça défile très, très Merci. vite, sur, effectivement, Merci beaucoup. Pierre-Éric Ville qui écrit Régis Le Sommier, un des derniers journalistes d'investigation en France. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a plus beaucoup, puis qui vont vraiment sur le terrain, c'est vraiment de plus en plus rare. En tout cas, je peux vous confirmer que parce que Omerta, c'est un peu connu, pour, les débats, les Oui, interviews. Vous en faites aussi. Je bien suis sûr. intervenu, quelques fois chez Grand vous. entretien, bien sûr. On a Il y a eu j'ai même affronté le général Trinquant, donc je constate que je ne me suis pas trompé. Il y a 18 mois, mais bon, voilà, ça c'est un petit, plaisir personnel. Par contre, il y a ce qui est moins connu et qui est vraiment un énorme plus, ce sont ces vrais reportages de terrain. tout à fait, Je vous dis l'Afghanistan, le Hezbollah, c'est pas grand monde qui fait ça, hein, alors, surtout tout à fait. en reportage vidéo. Donc vraiment, Ouais. c'est remarquable, voilà. Mais merci d'être venu, Régis. Allez voir Merci, ça, ceux qui Georges. peuvent et puis, eh bien, au plaisir et Très bonne continuons à journée. ouvrir les yeux. Au revoir. Merci, à bientôt. Salut.